Nos invités aujourd'hui ont en commun d'avoir suivi de très près l'élection américaine du 5 novembre dernier, puisque deux d'entre eux rentrent tout juste des États-Unis où ils ont passé plusieurs semaines. Alors avec eux, nous allons clore provisoirement, bien sûr, notre série de 3 émissions sur le scrutin aux États-Unis en faisant un retour d'expérience de terrain. Comment s'explique la nette victoire de Donald Trump? La période de transition a déjà commencé. Comment se déroule-t-elle? Que nous enseigne-t-elle? Enfin, avec les pleins pouvoirs, que va faire Donald Trump? Va-t-il nous surprendre? Vous êtes les bienvenus au Club Le Figaro International. Laure Mandeville, vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante en Russie et aux États-Unis, un pays d'où vous nous avez envoyé des chroniques de campagne jusqu'à l'élection du 5 novembre et où vous aviez aussi réalisé une série en 6 épisodes l'été dernier sur la planète Trump. Je rappelle que vous aviez publié « Qui est vraiment Donald Trump » en 2016 et vos derniers livres sont sur d'autres sujets, les révoltés d'Occident de Zemmour, sur le même sujet. De Trump à Zemmour, ouais. Et quand l'Ukraine se lève avec Constantin Sigoff, paru tous deux en 2022. Mathieu Gallard, vous êtes directeur d'études au sein du département opinion de l'Institut Ipsos. À ce titre, vous suivez de près les évolutions de la politique et de la société en France, bien sûr, mais aussi en Europe et aux États-Unis, où vous avez produit une analyse de l'élection présidentielle que nous retrouverons demain dans les pages du Figaro. Et vous venez également de publier « L'Amérique au bord de la guerre civile » avec un point d'interrogation. Pourquoi les Américains se détestent, sans point d'interrogation, octobre 2024 aux éditions de l'Aube. Cyril Louis, vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro. Vous aussi de retour des États-Unis, que vous avez sillonné pendant plusieurs semaines pour couvrir l'élection. Alors commençons peut-être par cette victoire de Donald Trump. Il a beaucoup été question de mur rouge. Vous, Mathieu Gallard, vous dites que la victoire de Donald Trump n'est pas large, mais qu'elle est solide. Expliquez-nous. Elle n'est pas si large que ça. Non, c'est vrai qu'au lendemain du scrutin, dans les médias français comme américains d'ailleurs, il y avait beaucoup ces expressions qui revenaient de vagues républicaines, voire même de raz-de-marée parfois. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aux États-Unis, le dépouillement prend longtemps. Et ça, c'est le cas à chaque élection présidentielle. Là, il n'est toujours pas fini, une semaine après le scrutin. Il va finir dans certains États très démocrates de la côte ouest dans des semaines. Et donc, en fait, ce qu'on a alors le lendemain du scrutin et ce qu'on a encore là, ce sont des projections. Mais les projections nous disent, et elles sont de plus en plus fines, qu'au final, Donald Trump devrait recueillir à peu près 1,5 point d'avance sur Kamala Harris, ce qui ne me paraît pas effectivement être la définition d'une victoire très large. Si on reprend d'ailleurs historiquement... C'est-à-dire il a 49, il est un peu en dessous de 50%, c'est ça, des voix? Il aurait 49,9% exactement et Kamala Harris 48,5%. Donc un peu moins de 1,5 point d'écart. Ça serait moins, par exemple, que l'avance qu'avait obtenue Barack Obama pour sa réélection en 2012 ou qu'avait obtenu George Bush pour sa réélection en 2004. Des élections qui, à l'époque, n'avaient pas du tout été qualifiées de raz-de-marée. Après, il ne s'agit pas évidemment de remettre en cause la réalité de cette victoire. Il faut dire aussi au niveau des grands électeurs, c'est très net. Il y a Bien 312 contre 226. Et je pense que ça explique pourquoi. Mais pareil, si on reprend dans la plupart des swing states, on est sur des victoires de Donald Trump qui sont quand même relativement étroites. Dans le Wisconsin, il me semble qu'il a moins d'1 point d'avance. Dans le Michigan, 1,5. En Pennsylvanie, 2 points d'avance. Donc voilà, c'est une victoire claire, c'est une victoire nette, mais ça n'est pas, de mon point de vue, une victoire large. Pour vous contredire, puisque c'est le jeu du débat, il a quand même gagné les 7 États pivots qui pouvaient basculer, enfin qui étaient supposés pouvoir basculer dans un camp ou dans l'autre. Dans le sud, le mur bleu, le prétendu mur bleu est tout rouge, là on le voit sur la carte. Donc c'est effectivement une victoire quand même sans appel et, comme vous dites, solide. Qu'est-ce qui la rend solide ? Ce qui la rend solide, effectivement, c'est sa capacité à faire basculer l'ensemble des swing states,
pas forcément à grand-chose, mais effectivement, ils basculent tous dans le même sens. Et puis, je dirais que ce qui effectivement renforce cette solidité de la victoire, c'est bien sûr le fait que les Républicains remportent le Sénat. Ils le font basculer. Il était démocrate lors de la précédente mandature. Là, il devient républicain. Et a priori, là, ça devient désormais quasiment certain. Il remporte la Chambre des représentants aussi. Ce qui fait que, effectivement, les Républicains vont remporter ce qu'on appelle le trifecta, c'est-à-dire la capacité à contrôler à la fois la présidence et les deux chambres du Congrès. Et on parlera plus tard de la Cour suprême. Laure Mandeville, sur le terrain, le ressenti, c'était qu'un phénomène comme aussi profond pouvait se produire? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je n'ai pas été surprise en fait, de ce qui s'est passé, parce que je pense que ce résultat est le résultat d'une révolte qui a commencé il y a 9 ans, et qui est la révolte de 2016, et qui, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, n'a pas été un phénomène transitoire. Le New York Times a dit non, ce n'est pas une aberration, Donald Trump, c'est en fait un phénomène profond, une révolte profonde contre le système, et un rejet extrêmement profond du Parti démocrate. Et surtout, au-delà du Parti démocrate, je dirais de la classe intellectuelle, médiatique et politique qui a dominé les États-Unis depuis des décennies et qui s'est vu infliger une véritable, je dirais, raclée, on pourrait dire, une gifle. Sur le plan là où vous étiez, vous sentiez cette colère ? Moi, j'ai senti cette colère et je pense Vous étiez surtout en Pennsylvanie. Moi, j'ai été essentiellement en Pennsylvanie et j'ai fait un petit tour en Floride sur la fin pour assister en fait à la soirée électorale de Trump. Et c'est vrai qu'il y avait une véritable exaspération qui s'est exprimée contre en fait cette classe intellectuelle qui a agi comme une sorte de clergé moralisateur, qui a voulu embringuer en fait les États-Unis dans une direction et qui s'est vu répondre non, nous ne voulons pas aller dans cette direction-là. Et donc je crois que ce qui est très intéressant, c'est-à-dire vous dites c'est pas très large, etc. Je pense que c'est quand même extrêmement impressionnant, d'autant plus qu'il était quand même un candidat complètement anti-establishment, qui avait contre lui en fait tout le système. Et puis, à part bien sûr les républicains qui se sont ralliés à lui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des avancées très importantes en territoire bleu profond. Par exemple, à New York où il avait sur les villes une différence de 10 à 20 points, il se retrouve à quelques points seulement. Vous vous êtes promené un peu plus largement, y compris dans des régions un peu plus démocrates. Vous aviez quel ressenti pendant les dernières semaines de la campagne? Alors, bon, déjà, moi, je n'ai pas vu venir cette victoire nette, à défaut d'être très large. J'entendais, comme tout le monde, et je lisais comme tout le monde les sondages qui nous annonçaient un résultat très serré. La révolte dont Laure nous parle, elle est évidemment très perceptible, en particulier, me semble-t-il, au sein de ce qui constitue depuis une dizaine d'années le socle des partisans de Donald Trump, l'aile droite du Parti républicain. Là, il y a en effet un rejet très net des élites. Ce qui m'a frappé par ailleurs, c'est que d'autres composantes de l'électorat se sont ralliées à Donald Trump, et ça, c'était assez perceptible. D'une part, l'aile plus modérée du Parti républicain, donc Kamala Harris pensait peut-être qu'elle arriverait à décrocher une partie de l'électorat à son profit. Manifestement, ça n'a pas marché pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et puis par ailleurs, des segments de l'électorat qui étaient traditionnellement acquis au Parti démocrate. On a beaucoup parlé de l'électorat afro-américain, de l'électorat hispanique. Et dans ces deux secteurs, il était perceptible que notamment les jeunes hommes, pas seulement, mais notamment les jeunes hommes, étaient très préoccupés par des considérations économiques, ce qu'on appelle bread and butter en anglais, le pain et le beurre, les denrées de première nécessité. Ce sont des gens qui ont manifestement beaucoup souffert de l'inflation ces 3 dernières années et qui faisaient davantage confiance à Donald Trump, qu'ils décrivent comme un businessman efficace, capable, pour régler ce problème de pouvoir d'achat. Dans le détail, Mathieu Gallard, ça donne quoi cette relation avec la situation économique,
le rejet des démocrates ou d'une idéologie dominante? Ce qui me semble vraiment être la raison fondamentale de la victoire de Trump, c'est la situation économique, le mécontentement des Américains vis-à-vis de la situation économique, qu'ils imputent assez logiquement à l'administration sortante et à sa représentante Kamala Harris. Et dans votre analyse, vous soulignez que c'est surtout vrai chez les latinos, alors, plus encore effectivement, que dans le vote afro-américain. Quand on regarde globalement, que ce soit au niveau géographique ou au niveau socio-démographique, on voit que le vote, finalement, l'évolution du vote Trump, elle se retrouve à peu près à tous les endroits autour de 2, 3, 4 points, c'est-à-dire sa progression au niveau national. Mais il y a un segment où vraiment c'est extrêmement impressionnant, c'est le vote latino, où là il progresse très fortement. Et en fait, quand vous regardez dans le détail, ça n'est pas le vote latino, c'est vraiment le vote des jeunes hommes latinos. Là, il gagne 27 points, si mes souvenirs sont bons, par rapport à 2020, alors que chez les jeunes femmes latinos ou chez les hommes latinos plus âgés, il y a des progressions, mais qui sont de l'ordre de 4, 5, 6 points. Donc vraiment, c'est une progression qui est massive chez les jeunes hommes latinos. Et globalement... Et surtout dans les comtés les plus pauvres, alors, vous le soulignez. C'est vraiment extrêmement impressionnant dans certains comtés très pauvres du long de la vallée du Rio Grande, qui est la frontière entre le Texas et le Mexique, où là, effectivement, vous avez des comtés qui sont à 97-98% hispaniques, qui sont extrêmement pauvres, vraiment parmi les plus pauvres du pays et vraiment des niveaux de pauvreté qui sont extrêmement impressionnants et avec des scores effectivement de Donald Trump qui explosent. C'est des comtés où en 2016, Hillary Clinton obtenait des majorités écrasantes autour de 70-80%. En 2020, déjà, il y avait eu une forte érosion et là, souvent, ces comtés, pour la première fois depuis plus de 100-150 ans, basculent dans le camp républicain. Et alors, j'ai lu votre analyse. Comment expliquez-vous que cette relation entre la pauvreté, le niveau de développement économique et le vote pour Donald Trump ne se reflète pas de la même manière dans les autres catégories de la population, ou en tout cas de manière moins flagrante chez les Afro-Américains ou même chez les électeurs blancs? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi des Afro-Américains pendant la campagne qui basculeraient chez les Républicains. En fait, on ne le voit franchement que très, très marginalement. Donc c'est vrai qu'il y a cette question, pourquoi est-ce que ce phénomène, on le retrouve chez les Latinos? On peut imaginer qu'il y a plusieurs dimensions. Tout d'abord, c'est deux communautés qui, historiquement, sont quand même très soudées. Il y a quand même un encadrement social qui peut être notamment par le biais des églises, notamment par le biais de beaucoup d'associations communautaires. Mais c'est vrai que chez les Afro-Américains, il doit quand même rester un lien beaucoup plus fort avec le Parti démocrate. Ce lien, il s'était formé déjà dans les années 30 avec la New Deal, et puis surtout dans les années 60 avec la lutte contre les droits civiques. Chez les Latinos, il y a eu dans les années 70-80 des luttes syndicales qui ont quand même été prises en charge en partie par les démocrates, mais il n'y a pas ce lien quasi fusionnel entre une communauté et un parti politique. Donc ce qui fait que l'érosion, voire même l'effondrement en fait du vote démocrate, il se retrouve avant tout chez les Latinos, ce qui ne veut pas dire que dans les élections à venir, on ne retrouve pas finalement les mêmes tendances. Alors on avait dit que les hommes noirs, par exemple, étaient attirés par le machisme de Trump, que c'est quelque chose que vous avez observé. Absolument, il y a quand même un mouvement qui est très sensible et qui, quand on connaît en fait l'histoire des États-Unis et le lien effectivement étroit entre la communauté afro-américaine à cause des droits civiques et le Parti démocrate depuis les années 60, on voit bien en fait que le mouvement chez les jeunes hommes noirs vers Trump, c'est un mouvement complètement nouveau et assez historique, puisque vous avez 20% de cette catégorie qui va vers lui, et ça a une signification précise. Et il me semble que ce qu'il faudrait ajouter, c'est que la question en fait du vote latino et d'une partie et de cette amorce en fait d'affranchissement des Afro-Américains du Parti démocrate, c'est dû au fait que bien sûr il y a la question économique qui est très importante, mais il y a la question de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une partie substantielle des démocrates qui ne veulent plus qu'on fasse l'équation entre ouverture totale des frontières et question de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, une majorité d'Américains, de 70%, est en faveur d'un contrôle des frontières extrêmement ferme, extrêmement serré, et d'une immigration légale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne renoncent pas du tout à l'idée d'une immigration. C'est un peuple c'est une nation qui est basée sur l'immigration. Mais ils veulent un phénomène légal et contrôlé. Et donc, ils étaient très en colère qu'on puisse lier
la question de la fermeture de la frontière à une question de racisme. Oui, et donc pourtant, il y a eu une déconnexion. Il n'y a jamais eu autant d'expulsions d'illégaux que sous Joe Biden, apparemment. C'est surtout le discours des républicains. D'abord, je n'en suis pas sûre qu'il n'y ait eu jamais autant d'expulsions. Apparemment, ce sont les statistiques officielles. Ce qui s'est passé, c'est que quand Trump a terminé son mandat en 2020, la question de l'immigration était à peu près contrôlée à la frontière. C'est-à-dire il y avait des passages, évidemment, parce que cette immigration ne s'arrête pas, mais qu'il y avait un contrôle beaucoup plus important. Et quand Biden arrive, il dit « je remets en cause tous les décrets signés ». Donc il y a eu un appel d'air. Et il a dit « je ne suis pas d'accord, nous devons être un pays ouvert, etc. » Et à ce moment-là, on a un afflux absolument colossal de centaines de milliers de gens qui se ruent à la frontière, et ce qui va faire un afflux sur 4 ans de, je ne sais pas, on parle de 10 millions de personnes qui auraient passé la frontière. Il y en a qui sont repartis. 10 millions. Oui, on parle de 8 à 10 millions. Je n'ai pas vu ce chiffre, mais bon. Absolument, il était absolument partout. Trump a même dit des dizaines de millions, mais je ne sais pas si en réalité on a des... On a des vraies statistiques. Par définition, les clandestins... Et il y a eu en tout cas un afflux visible pour une très grande partie de la population, de milliers et de milliers de migrants illégaux dans les grandes villes et plus petites villes des États-Unis, qui a aussi constitué un irritant et un facteur de basculement en fait de ce vote. Les gens ont le sentiment qu'il y avait une perte de contrôle. C'est un sujet qui est beaucoup venu dans les conversations que vous avez pu avoir avec les Américains que vous avez rencontrés. C'est un sujet qui revient. Honnêtement, il vient en seconde position derrière les préoccupations économiques et de coût de la vie. Mais c'est tout à fait vrai que c'est un sujet qui revient. Une connexion entre les deux. De manière souvent, comme Laure y fait allusion, relativement nuancée. C'est-à-dire que les gens disent souvent oui, je suis préoccupé par la question de l'immigration, par le fait que la frontière n'est pas contrôlée. Et quand on les relance en leur disant mais est-ce que vous, dans votre quartier, est-ce que vous, dans votre ville, est-ce que vous, dans votre vie personnelle, vous êtes affecté par la présence d'immigrés clandestins, souvent les gens répondent non. Et d'ailleurs, je suis tout à fait favorable à ce que des étrangers puissent venir occuper des emplois que les entreprises américaines ont besoin de pourvoir. Mais clairement, c'est un sujet dans l'esprit des gens, c'était un sujet dans la campagne et c'est un sujet que Donald Trump, de toute façon, s'est appliqué avec beaucoup d'énergie à imposer aussi dans la discussion électorale. Il y a 2 micro-résultats dans votre analyse qui sont intéressants, qui ont attiré mon attention. C'est d'une part le vote arabe, alors du côté de Dearborn qui s'est complètement effondré, qui était en faveur des démocrates, qui s'est complètement effondré. Et vous mentionnez aussi le vote des portoricains dans le Bronx, je crois, ou... Il y a dans le Bronx et il y a certains comtés en Floride où effectivement... Qui n'ont pas été du tout choqués par les déclarations sur l'île de détritus qui flottait au large des États-Unis. Ah, effectivement, c'est deux communautés bien précises qui sont numériquement pas très importantes non plus. Il faut pas surévaluer leur poids, mais qui effectivement, pour les Arabes américains, ont vraiment basculé dans le camp républicain. Donc il y a cette ville dans le Michigan, Dearborn, qui compte à peu près 120 000 habitants, donc ça n'est pas énorme, mais dans lequel effectivement les démocrates faisaient systématiquement environ 60-70% des voix lors des élections précédentes. Là, Donald Trump arrive en tête assez nettement. Kamala Harris est autour de 35-36% des voix. Donc, on voit que les choses changent très fortement. On retrouve d'ailleurs les mêmes tendances dans d'autres régions où les Américains d'origine arabe sont nombreux. Et puis, effectivement, quand on détaille un petit peu le vote des Hispaniques, on l'a beaucoup dit, les Hispaniques, c'est une communauté, mais qui elle-même est évidemment scindée en sous-communautés très, très différentes en termes d'origine, en termes de valeurs et en termes de vote. Mais effectivement, les portoricains, donc, ce qui est un territoire américain, mais dans lequel on ne vote pas pour la présidence. En revanche, si on est portoricain et qu'on s'installe aux États-Unis, là, on a automatiquement le droit de vote. Et dans ce cas-là, dans certains comtés de Floride, les portoricains sont très nombreux, ils représentent environ 1/3 de l'électorat, et ce sont des comtés, effectivement, où le vote, non seulement le vote républicain ne baisse pas par rapport à 2020, mais il progresse même assez nettement. Donc, on constate que, effectivement, toute cette polémique de fin de campagne, elle n'a pas eu d'impact. Et ça, on le voit très bien, d'ailleurs, dans les sondages sortis des urnes, où finalement, si l'élection ne s'était faite qu'auprès des électeurs qui avaient fait leur choix en avance, c'est-à-dire au mois de septembre ou même avant,
Kamala Harris aurait gagné. Et la différence, elle se fait sur les électeurs qui font leur choix dans la dernière semaine ou dans les tout derniers jours. Ça existe encore, donc, les indécis Alors, il y en a très peu. Il y en a environ 3, 4, 5%. Mais s'il n'avait pas été là, Kamala Harris aurait été en tête. Mais en revanche, la toute dernière phase de la campagne, contrairement à tout ce qui avait été annoncé, toutes les analyses qui avaient pu être faites, elle semble avoir profité à Donald Trump. Oui, Laure Mandeville, là-dessus. Sur les portoricains, c'est que moi, ce qui m'a frappé en parlant avec les latinos, c'est qu'ils disaient, vous savez, nous, on a le cuir assez épais, les dérapages rhétoriques de Donald Trump, on s'en fiche complètement, on n'est pas des gens victimaires qui nous effarouchons pour si peu. Nous, on regarde les chiffres, les faits, et donc la question économique, la question de l'immigration, les valeurs aussi conservatrices. Et ça, c'est quand même assez frappant parce que je pense qu'il y a une différence entre les classes populaires qui massivement, je dirais toutes races confondues, vont plutôt vers Trump, c'est qu'ils font beaucoup moins attention à sa rhétorique. Et c'est vrai que les ennemis de Trump, et notamment les médias qui ont soutenu Kamala Harris, n'ont cessé de souligner qu'il s'agissait, que sa rhétorique était disqualifiante, qu'on ne pouvait pas élire quelqu'un qui s'exprimait comme il s'exprime. Mais bon, et comme en on fait, a dit les que ces classes procès populaires pouvaient être disqualifiants, mais rien n'est disqualifiant. Mais non, et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est justement que dans les classes populaires, la rhétorique n'est pas disqualifiante. C'est-à-dire, ils ne prenaient pas au sérieux les paroles de Trump, ils prennent au sérieux ses actes. Et là, il y a vraiment une différence, je dirais, entre les classes éduquées et les classes plutôt populaires, qui sont beaucoup plus sur les actes. Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que je pense qu'en effet, l'une des grandes forces dont a bénéficié Trump, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui ont voté pour lui qui étaient incommodés ou pas d'accord avec une partie de sa rhétorique. Et comment ne pas l'être quand, par exemple, il explique que la présence d'étrangers dans le pays va corrompre le sang américain. Et en même temps, tous ces gens, à la fin, se sont manifestement dit il n'est pas vraiment sérieux, il faut pas le prendre au pied de la lettre, tout ce qui dit n'est pas dramatique. Et d'ailleurs, on a bien vu que pendant son premier mandat, les choses ne se sont pas passées de façon si catastrophique que cela. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je pense que ça ne se cantonne pas aux classes populaires, aux classes les plus modestes. Et moi, j'ai rencontré pas mal d'électeurs républicains, modérés, qui me disaient on n'aime pas la façon dont parle Trump, on n'aime pas un certain nombre de ses excès, on n'est pas d'accord avec tous ses positionnements politiques. Et pourtant, on va voter pour lui parce qu'on considère que c'est le meilleur des deux candidats. Oui, mais ça, moi, je pense que c'est juste. Je dis juste qu'en fait, il y a un rapport très intéressant au verbe de Trump. Qui n'est parce qu'en fait, justement, il y a juste un truc que je voulais dire qui est intéressant, c'est qu'ils disent oui, il dit des choses qui sont parfois fausses ou qui sont grossières, etc. Mais il porte des vérités plus fondamentales que nous soutenons. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le début, depuis 2016. Il ne faut pas prendre Trump au mot, il faut le prendre au sérieux. Et les journalistes ont tendance à faire l'inverse. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut considérer que Trump est toujours un outsider, alors qu'il est à la tête du plus formidable, finalement, mouvement politique actuel aux États-Unis, le mouvement MAGA, Make America Great Again? Est-ce qu'un poids lourd de la politique, votre avis, Mathieu Gallard, est-ce que c'est un outsider ou est-ce que ça n'est plus ça, c'est autre chose. On avait pour référence son premier mandat, qui ne s'est pas si mal déroulé que ça. Et donc, beaucoup d'électeurs sont allés au-delà de cette rhétorique dont on vient de parler. Je suis bien embêté pour répondre à cette question. D'un côté, évidemment, il a le positionnement, la rhétorique d'un outsider qui se bat effectivement toujours contre le deep state, l'État profond, qui se bat contre les médias, qui se bat contre les élites politico-économico-médiatiques. Ça, c'est une réalité et c'est vraiment le fondement de son discours. Est-ce que c'est pas aussi une posture, en fait ? C'est aussi une posture, ça le devient de plus en plus, parce que ce qui est indéniable par rapport à 2016, c'est que désormais, on a un Donald Trump qui contrôle totalement le Parti républicain. Le Parti républicain est à sa botte. Et le Parti républicain, c'est quand même le parti qui aujourd'hui contrôle le Sénat, qui contrôle probablement la Chambre des représentants, qui contrôle la présidence. Donc effectivement, ce positionnement d'outsider, il risque peut-être d'être quand même un petit peu plus difficile pour Trump à conserver que quand c'était le cas pendant son premier mandat. Mais ça va être d'ailleurs très intéressant de voir comment il réussit à manœuvrer. Évidemment, c'est un homme quand même
extrêmement habile, donc ça sera particulièrement intéressant de voir comment ça se déroule. Est-ce que les militants du mouvement MAGA ont soif de vengeance, Cyril Louis, ceux que vous avez croisés? Est-ce que c'est quelque chose qui les motive ou pas du tout, ils sont au-delà de ça? Ouais, non, ils le demandent dans des petits meetings auxquels j'ai assisté. C'est l'une des questions qui revient assez régulièrement. Et on sent à quelques jours du scrutin, moi je me souviens d'avoir senti certains responsables républicains, trumpistes, un peu embarrassés par cette question parce qu'ils sentaient que désormais ils étaient aux portes du pouvoir et donc ils répondaient que ce serait probablement pas la priorité de Donald Trump que d'aller chercher rétribution ou châtiment de ses opposants, que sa façon à lui d'affirmer sa victoire ce serait de faire le bien des gens modestes qui étaient sur le point. Et donc il y avait des débats sur l'opportunité de régler les comptes ou pas? Les gens posaient moi j'ai entendu des gens poser la question, oui. Ouais, qu'est-ce que vous allez faire pour châtier les ceux qui nous ont fait tant de mal torpillé le pays pendant ces 4 ans? Non, moi j'ai pas entendu ça en fait là où j'étais, et c'est pas quelque chose qui revenait comme quelque chose d'important, je ne l'ai pas entendu. J'ai vraiment le sentiment qu'ils attendent que Trump tienne ses promesses, c'est-à-dire priorité, évidemment, relance de l'économie, sceller la frontière, redonner son statut de prestige, c'est-à-dire rétablir le prestige de l'Amérique, surtout un rapport de force dans le monde, pour essayer de mettre fin aux guerres qui nous menacent. La transition a commencé, déjà. Il y a un certain nombre de nominations, un certain nombre ont déjà été faites. Il y en a 6, presque 7. On a une secrétaire générale de la Maison-Blanche, Suzy Wiles. On verra les images derrière moi. On a son adjoint, le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale. Marco Rubio, probablement secrétaire d'État. L'annonce devrait avoir lieu dans les heures qui viennent. Elise Stefanik, ambassadrice à l'ONU, Tom Homan, qui retourne à l'immigration et Customs Enforcement, Liz Eldin à l'Agence de protection de l'environnement. Bon, on attend encore pour la défense, le commerce, probablement Bob Lighthizer, etc. Certains revenants de l'ancienne administration, comme Bob Homan ou Stephen Miller ou même Lighthizer. Qu'est-ce que ça vous dit quels sont les premiers enseignements? D'abord, c'est très focalisé sur l'immigration, hein, quand même, Miller, Bob Homan, etc. Moi, ce qui me frappe pour l'instant, dans la forme et le fond, hein, oui, je dirais, premièrement, c'est pas des dingos. Oui. Bon, il y a Stephen Miller qui sur la question de l'immigration est radical, mais je ne vois pas de personnage pour l'instant inquiétant, notamment à ce qui nous, Européens, nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire sécurité nationale, défense et affaires étrangères. On ne sait pas encore qui sera au Pentagone, donc ça c'est une vraie question et je pense qu'on a tous, on est tous en haleine. De Tom Cotton peut-être, qui alors, est un sénateur, Tom Cotton, ancien vétéran de l'Irak. Qui est un type assez remarquable, hein, assez remarquable, dur, c'est un faucon. Donc ça irait complètement à contre-courant si c'était lui, mais moi j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de famille, donc je ne sais pas si ça sera confirmé, mais ça serait plutôt... Pour l'instant, moi, qu'est-ce que je vois? Suzy Wiles, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout une folle dingue, c'est une femme apparemment extrêmement professionnelle, qui a été... Et qui a tenu la boutique pendant la campagne. Exactement, qui a tenu de manière assez magistrale la boutique de la campagne, qui est une fille équilibrée, de bon sens, et qui a la caractéristique, en fait, d'avoir passé sa vie à mettre de l'ordre dans les caractères impétueux et parfois complètement hors normes et difficiles des gens auxquels elle avait affaire, et notamment parce qu'elle est la fille d'un personnage haut en couleur qui était un personnage important en fait dans la politique en Floride, aussi dans le sport, etc. et qui était un homme très difficile, alcoolique. Et elle a dû gérer en fait son père pendant très longtemps. Et donc elle explique. Elle est capable de gérer Trump. Elle est capable de gérer Trump. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Donc ça c'est la première chose. Elle l'a montré. Elle l'a montré, oui, tout à fait. Je pense qu'il est intéressant de voir que si c'est confirmé que Marco Rubio est aux affaires étrangères, très sceptique sur le soutien à l'Ukraine.
Oui, il a changé, c'est-à-dire que c'était un faucon, Marco Rubio, dans le passé, un type qui était même un néoconservateur, hein, disons-le, et qui, là, a mis beaucoup d'eau dans son vin, et j'ai vu qu'il avait fait des déclarations tout à fait, oui, dans la ligne de Trump de la campagne, donc on ne sait pas très bien ce que ça va vouloir dire sur l'Ukraine, etc. Mais il y a aussi Mike Waltz, qui n'est pas non plus un isolationniste. Ancien colonel. Pour l'instant, il n'y a pas d'isolationniste qui se dessine. Et personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Maintenant, il faut attendre encore. C'est normal que les noms sortent si vite après l'élection. Parce qu'ils ont préparé, hein, c'est-à-dire... Ils se sont préparés. Ils se sont préparés. Oui, c'est la grande différence par rapport à 2016. On le voit, 2016, ça saute aux yeux. On avait bien vu qu'il y avait une préparation totale, tout simplement parce que l'élection de Donald Trump n'avait pas du tout été prévue par sa propre équipe. Là, effectivement, les noms sortent rapidement. C'est des noms qui, effectivement, en tout cas sur la forme, sont solides. C'est-à-dire qu'on sent que c'est des personnalités, pour la plupart, qui sauront gérer les affaires qui leur sont confiées. Donc, effectivement, ça montre bien, mais on l'avait bien senti pendant toute la campagne, que cette campagne, elle est radicalement différente dans le sens où là, Donald Trump arrive avec des idées claires et avec des hommes, des femmes qui sauront effectivement mettre en place ces idées sur le terrain de manière concrète. Alors il y a deux gros points d'interrogation, c'est Robert Kennedy Jr., qui pourrait s'occuper de la santé, soit du ministère, soit d'une agence. Il a déclaré il y a quelques jours qu'il cherchait à remplacer 600 fonctionnaires des services de santé, ce qui est quand même pas mal. Et puis, bien sûr, Elon Musk. Alors, est-ce que ce seront des poids lourds, selon vous, de la prochaine équipe, Cyril Louis? Elon Musk, c'est déjà un poit lourd de l'équipe. J'ai l'impression, il a, semble-t-il, participé à un coup de fil que Donald Trump dit avoir apparemment, avec Volodymyr Zelensky a appelé Donald Trump pour le féliciter, Trump lui a passé Elon Musk. Tout à fait. Donc, il semble voué à occuper une place assez centrale dans le dispositif. Ce que Trump a dit jusqu'à présent, c'est qu'il pourrait prendre la tête d'une espèce de ministère de rationalisation, de rationalisation de l'administration, avec des ambitions assez impressionnantes, parce qu'il veut faire, je crois, 2000 milliards de dollars d'économies et supprimer des centaines de milliers de postes, ce qui ne sera probablement pas indifférent, et qui pourrait d'ailleurs entrer en contradiction avec les objectifs que poursuit Robert Kennedy, puisque celui-ci veut s'atteler aux nombreux problèmes de santé publique qui ont été laissés sans réponse aux États-Unis depuis... Pour rappeler que Robert Kennedy est le fondateur d'une association anti-vaccin. Tout à fait. Il a promis que dans un rôle officiel, il ne serait pas anti-vax. Voilà. Et donc il veut traiter les problèmes de pollution, de nutrition, d'alimentation de la société américaine dans une administration qui a indiqué vouloir revoir à la baisse les moyens du ministère de la Santé notamment. Donc on ne sait pas très bien encore comment tout ça pourrait se faire concrètement. Oui, mais alors il y a deux choses. Sur Robert Fitzgerald Kennedy, moi j'avoue que je n'ai pas d'avis a priori sur Kennedy. Je sais qu'il a été vilipendé par toute la presse américaine parce qu'il était anti-vaccin. Comme conspirationniste, pas seulement sur les vaccins. Mais je dois dire que le discours qu'il a prononcé quand il a été recruté par Trump était un discours d'absolu bon sens, puisqu'il a tout d'un coup mis sur la table un sujet gros comme la maison, aux États-Unis, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, dans un pays qui, par exemple, a un taux d'obésité absolument colossal, où la moitié de la population est en surpoids ou est obèse, et dans lequel il dit il y a un problème majeur dans la manière dont les Américains s'alimentent, il va falloir changer ça, il faut donc investir énormément dans la prévention. Et je crois que là où il pourrait faire des économies, c'est-à-dire qu'au lieu de payer des sommes absolument colossales pour traiter les problèmes d'obésité, de diabète et autres maladies ingérables, extrêmement coûteuses. La prévention serait moins coûteuse, exactement. Certainement. Et donc, il parle de ça, et je pense que là, il y a un énorme sujet de santé publique et d'urgence pour les États-Unis qui avait été complètement abandonné. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un pays où les grandes corporations de l'agroalimentaire... Non, mais dans l'agroalimentaire, ont en fait un rôle
rôle tellement important qu'on a pu continuer à donner aux gens des voitures sucrées absolument incroyables, etc. Sur l'autre sujet, sur Musk, si je peux dire un mot, Musk, en fait, c'est intéressant il me semble-t-il, à 2 titres. Le premier, c'est un exemple, je crois, vraiment absolument fascinant de la manière dont Trump agit de manière complètement asymétrique. Il a fait rentrer dans le jeu, pendant sa campagne, un personnage qui, comme vous le savez, est un électron libre absolu, avec une puissance de feu colossale, qui lui a amené une sorte de boost incroyable dans sa campagne, grâce à Twitter, mais aussi grâce à sa personnalité. Et un peu à ses millions. Ses millions aussi, exactement. Et puis, donc, il amène un élément d'imprévu, de contournement du système qui est intéressant en soi, mais évidemment avec des risques très importants aussi, puisque l'émergence de Musk tout d'un coup associée au coup de fil sur la politique étrangère, ça montre aussi un processus de désinstitutionnalisation de la politique en général, c'est-à-dire rentrent des personnages qui ne sont pas nécessairement préparés exactement à faire face à ce type de problème, et avec une mise à l'écart justement des grandes institutions chargées normalement de ça, plus le fait que quand même l'oligarchie se retrouve évidemment au sommet du pouvoir. Un mot là-dessus. De conflit d'intérêts, puisque Musk... Monsieur Gallard voulait dire un mot là-dessus. Non, et toujours sur Musk, je vois une autre source de tension dans l'administration, s'il obtient un rôle extrêmement important, c'est tout simplement qu'il n'est quand même pas sur la même ligne politique que Donald Trump. On a un Musk qui est sur une ligne qui est clairement libertarienne, dans laquelle l'objectif c'est vraiment d'avoir un État qui soit beaucoup moins puissant, beaucoup moins interventionniste, notamment dans les domaines sociaux. Je ne suis pas certain que l'électorat populaire de Donald Trump, si on lui annonce qu'il y aura des coupes claires dans les budgets de la santé, dans les budgets de la protection sociale, ou si les républicains font ce qu'ils avaient, une partie en tout cas du parti républicain font ce qu'ils avaient déjà tenté lors du premier mandat de Trump, c'est-à-dire de revenir sur certaines dispositions de l'Obamacare, ça soit extrêmement populaire. Donc là, je vois une source de tension entre Musk et un Donald Trump qui, de toute façon, comprend assez bien où est son intérêt électoral. Alors, il y a encore un gros point d'interrogation, évidemment, qui sera de savoir qui sera nommé à la justice, puisqu'on sait qu'il y a toutes les affaires de Trump qui sont peut-être d'ailleurs balayées par cette élection, mais quand même, l'indépendance supposée du département de la justice sera examinée de près. Venons-en un peu à ce que va faire Donald Trump. Est-ce que son programme est clair? Est-ce qu'on sait où on va? Laure Mandeville? Moi, je pense quand même que, oui, qu'il y a des priorités, en tout cas, qui sont définies, et qu'il faut se souvenir du premier mandat, il a fait ce qu'il avait dit. Donc, je crois qu'on peut s'attendre... L'immigration... Premièrement, l'immigration, il va, à mon avis, assez vite... Verrouiller la frontière. Une des questions, ça va être comment il va gérer la plus grande question expulsion de l'histoire. Voilà. Mais il faut pas oublier qu'il y aurait, selon un sondage de New York Times juste avant l'élection, 53% des Américains qui seraient en faveur d'expulsion massive d'illégaux. Je crois que c'est 56 même. 56, bon ben vous voyez, encore pire. Et donc il y a cet élément-là. Je crois aussi qu'il va y avoir une politique énergétique extrêmement claire et dès le début, c'est-à-dire qu'on va... Mais alors là, il y a aussi une contradiction avec Musk, c'est intéressant, parce qu'il veut supprimer le mandat toutes les contraintes d'acheter des voitures électriques. Trump. Il veut évidemment lever les restrictions au forage pétrolier, mais il veut aussi que les gens soient libres d'acheter des voitures à moteur à explosion, comme on dit. Oui, autrefois. Bien sûr. Mais ceci dit, Musk, pour le coup, est déjà bien content parce que le seul fait d'être dans cette campagne a fait que les ventes de voitures Tesla ont augmenté de 15%. Son action a pris 14% le lendemain de la victoire de Trump. Exactement. Donc je crois qu'il n'est pas trop à plaindre de ce point de vue-là. La raison principale, c'est les dérégulations annoncées qui vont beaucoup faciliter le travail des entrepreneurs, notamment dans l'innovation, de manière générale, comme ceux de Musk. Moi, ce que m'ont annoncé tous les gens un peu qui vont avoir des postes de responsabilité dans l'administration, c'est qu'il va y avoir une politique énergétique de drill, baby drill, c'est-à-dire on relance les industries fossiles pour faire baisser le prix, d'abord pour relancer l'économie, faire baisser les prix parce que l'énergie sera moins chère,
Et puis, il y a un effet attendu géopolitique, c'est-à-dire que Trump, dans sa stratégie pour contrer l'alliance des méchants autoritaires sino-russo, oui, on va parler de politique étrangère, veut en fait faire un peu comme avait fait Reagan avec les Saoudiens, où il s'était entendu avec eux pour faire chuter le prix du pétrole, et il veut refaire ça. En pensant qu'il aura là un levier très important, parce que c'est vrai que si le prix du pétrole baisse de moitié, la Russie va avoir de sérieux problèmes. Oui, mais enfin, les États-Unis sont exportateurs aussi de gaz et de pétrole, notamment vers l'Europe, donc ils n'ont peut-être pas totalement intérêt à ce que ça s'effondre. Il y a un point qui m'a intéressé, le Washington Post a fait la liste des 200 promesses que Donald Trump avait formulées pour le premier jour de son mandat. 200, c'est beaucoup, mais il y en a quand même 82 qui concernent l'éducation, sur 2 aspects. Arrêter le financement de l'enseignement de toute théorie de la race et des théories du genre. DEI, en fait. Et il y a aussi 25 promesses qui concernent justement, en gros, comme il le dit lui-même, Donald Trump, virer les hommes des vestiaires des filles et des toilettes des filles. Ça, c'est ce qu'on regroupe souvent sous le terme de wokisme côté démocrate. Est-ce que ça a pesé ? Est-ce que vous avez ressenti, pu mesurer par moment, que c'était une motivation pour les gens, effectivement, pour des parents, par exemple, de sortir les garçons des vestiaires des filles ? Oui, absolument. Les électeurs de Donald Trump ou les électeurs indécis sont très... Les démocrates n'ont pas peur de ça. Sont très préoccupés par ces débats. Ouais. Kamala Harris, qui avait adopté des positions tout à fait progressistes quand elle était en campagne pour la primaire du Parti démocrate en 2019, s'est empressée de se recentrer sur ces questions notamment, aussi également sur la question du fracking et sur un certain nombre d'autres sujets au début de sa campagne présidentielle. Mais ce recentrage est intervenu par la force des choses très tard. Et ce qui apparaît, c'est qu'elle n'a pas réussi à le faire de manière crédible. Et en particulier, elle n'a pas réussi finalement à dire ce en quoi elle croit vraiment. Et donc, en fait, elle n'a pas parlé du sujet pendant la campagne. Voilà, sur ces questions-là, précisément. Les républicains l'ont accusé d'avoir des tas d'idées dessus. Donc Trump a martelé que Kamala Harris était favorable à toutes ces pratiques, à la participation d'athlètes transgenres à des compétitions féminines, à la présence de sportifs transgenres dans des vestiaires pour femmes. Je ne pense pas que Kamala Harris ait dit un mot qui aille dans ce sens durant cette campagne, mais comme elle n'a pas dit non plus le contraire de manière très claire, elle n'a pas convaincu les électeurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on mesure dans les études d'opinion, Mathieu Gallard ? C'est tous ces sujets, que ce soit le wokisme, que ce soit l'immigration, que ce soit aussi l'avortement, qui a été pour le coup très mis en avant par Kamala Harris dans sa campagne. Moi, j'ai quand même le sentiment que ce ne sont pas vraiment des enjeux qui font basculer des gens. En revanche, c'est des vrais leviers de mobilisation des bases électorales des 2 partis. Effectivement, au sein du Parti républicain, vous interrogez les électeurs vraiment les plus solides, vous allez dans des meetings, les gens vous parlent largement de ces sujets. Et puis, du côté démocrate, on vous parle au contraire largement de l'avortement. Est-ce qu'en revanche, on a parmi ces quelques indécis, je rappelle très peu, 2, 3, 4% grand maximum, beaucoup qui ont basculé sur ces sujets, franchement, quand on regarde les sondages, c'est quand même avant tout l'économie. Moi, je pense que ces sujets-là, ils ont un rôle dans la vie politique américaine, un rôle profond, réel, mais plutôt un rôle vraiment de long terme, de construction des bases électorales des 2 partis, mais pas vraiment un rôle dans lequel vraiment un pourcentage vraiment significatif d'électeurs basculerait d'une élection à l'autre à cause de ces sujets. D'ailleurs, on voit bien, 2016-2020, ça penche du côté démocrate, 2020-2024 du côté des républicains. On ne voit pas pourquoi d'un côté on deviendrait wokiste et on deviendrait anti-wokiste. Laure Mandeville, brièvement là-dessus. Je pense qu'en fait la question culturelle est absolument fondamentale et qu'elle a travaillé le corps électoral en profondeur depuis des années. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une majorité d'Américains qui est en train
train de rejeter en fait le wokisme et en train d'envoyer une sorte de signal très clair à cette élite qui a essayé de les emmener dans une direction où ils ne voulaient pas aller. Et je crois que l'histoire des vestiaires et des sports où les boys seraient dans les équipes des filles, tout ça, ça les exaspère. Et en fait, je pense qu'énormément de latinos aussi ont basculé peu à peu sur ces questions-là. C'est quelque chose qui revenait dans toutes les conversations que moi j'ai eues des gens qui votaient pour Trump. Ils mentionnaient cette question-là. Ils étaient aussi scandalisés, par exemple, par l'idée, parce que évidemment, les républicains ont ressorti des déclarations de Kamala Harris datant d'avant la campagne, dans lesquelles elle disait que les gens qui étaient transgenres et qui étaient prisonniers, il fallait qu'on puisse mener les opérations, les transitions qu'ils étaient en train de mener, et que ça devait être payé par l'État. Et donc ça aussi, c'est un truc qui revenait... Ça, c'est un décret de Trump dès le premier jour, arrêter tout financement sur fonds publics des transformations de genre. Et je crois que de manière générale, il y a énormément de familles américaines qui ne veulent plus de la théorie du genre dans les écoles. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai énormément entendu. Ils veulent qu'on revienne, qu'on les laisse. Ils disent, on veut qu'on nous laisse tranquille, que l'école redevienne un lieu où on apprend l'Iliade, me disait une fille, l'Odyssée, et pas la théorie du genre. Et pareil, et vous savez qu'il a promis, et ça c'est quelque chose, à mon avis, de fort, il a promis de démanteler le système de ce qu'on appelle DEI, c'est-à-dire Diversity, Equity and Inclusion. Donc la diversité, y compris l'équité et l'inclusion. Les avantages à l'inscription à l'université, l'affirmative action. Ça, je pense qu'il va y avoir un débat important, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un rejet de l'affirmative action qui est en cours, parce qu'il y a l'idée qu'il faut revenir au système méritocratique qui a été à la base du système américain. C'est un système dans lequel il faut exceller pour pouvoir arriver, et c'est l'effort en fait qui mène au succès. Et donc il y a cette sorte de remise en cause qui est en cours, notamment chez les Noirs, par exemple. Moi, parmi les Noirs qui sont passés du côté Trump, c'est aussi un élément très important. Ils disent, on veut être à la même enseigne que tout le monde. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous soyons jugés selon des critères différents. Alors, on suivra ça, évidemment, dans les premiers mois de l'administration Trump. Il y a un point important qui pose aussi, sur lequel il y a beaucoup de débats, c'est l'état de droit. Est-ce que l'état de droit peut être menacé par le prochain mandat de Donald Trump? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent, par exemple, dans l'esprit des démocrates? C'était une motivation de vote? Alors ça, c'est certainement quelque chose qui est présent dans l'esprit des démocrates, à telle enseigne que Kamala Harris en a fait l'un des deux piliers de sa campagne. Et en fait, Kamala Harris, sous le terme de fascisme, c'était ça qui était Elle a rejoué la campagne de 2022 qui avait profité aux démocrates, qui avait remporté une victoire plus large que prévu face à Donald Trump, sur deux piliers, la préservation du droit à l'avortement et la défense de la démocratie. Et en fait, Kamala Harris a reconstruit sa campagne sur ces deux thèmes, et on a bien vu que les deux thèmes avaient perdu de leur centralité dans le débat public américain. Alors il y a un certain nombre d'aspects qui sont préoccupants. La première chose, c'est que Trump contrôle désormais tous les leviers du pouvoir. On a parlé du Sénat et de la Chambre. On peut parler aussi de la Cour suprême, où les juges conservateurs disposent d'une super majorité. Et puis Trump a dit qu'il voulait châtier ses adversaires, les journalistes, les responsables démocrates. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas très précises, pas très circonstanciées, et dont beaucoup d'électeurs de Trump se disent il ne faut pas le prendre au sérieux, il ne faut pas s'inquiéter. Vous croyez qu'il va perdre son temps à ça, à chasser les têtes de ses ennemis? Je ne pense pas, mais bon... alors je me trompe. Mathieu Gallard. Effectivement, en 2016, on se rappelle de sa campagne ses meetings se terminaient systématiquement sur le slogan « Lock her up », donc mettez-la en prison, Hillary Clinton. Hillary Clinton n'est pas en prison. Peut-être qu'il regrette rétrospectivement de ne pas l'avoir fait. Après, moi, je ne sais évidemment pas ce qui va se passer. Je pense qu'effectivement, il y a des éléments qui sont quand même plutôt inquiétants, ne serait-ce que ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, mais sincèrement, rien n'est écrit à ce stade. Cyril Louis. Cela dit, il va contrôler le Congrès, mais il disposera à la Chambre d'une
d'une majorité assez courte. Et je ne suis pas absolument certain que l'intégralité des parlementaires républicains le soutiendraient dans une dérive... Dans les nominations à son administration, il y a déjà 2 représentants, donc ça fait 2 élections spéciales et ça va être une majorité qui va jouer à rien. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que Donald Trump est d'extrême droite ? Moi, en fait, je pense que ce terme, dans le cadre américain, ne veut pas dire ne veut rien dire. Et donc, moi, je parlerais le centre de gravité politique est déjà beaucoup plus à droite aux États-Unis. Je pense que c'est un nationaliste, Trump, et c'est ça le America First, qui est quand même, je crois, la définition en fait de ce que veut Trump. C'est le nationalisme américain. Mais America First, c'est pas le cas de tous les présidents. Tous les présidents. Il n'est pas conservateur, donc c'est ça qui est amusant. Tous les présidents ont toujours appliqué l'America First. Oui, mais c'est vrai que depuis 1991, avec la question de la globalisation, vous avez eu en fait des élites qui sont en fait dénationalisées en grande partie aux États-Unis, et c'est ça en réalité l'explication de la révolte trumpiste. C'est le retour au national. Il nous reste à peine plus de 2 minutes. Quelques mots sur la politique étrangère. À quoi faut-il s'attendre ? Qui veut se lancer là-dessus, sur la Russie et l'Ukraine, puisqu'il y a déjà eu une quinzaine de coups de fil avec des dirigeants étrangers. Alors, la question, y a-t-il eu un coup de fil avec Poutine ? Le Washington Post dit que oui. Mais le Kremlin dit que non. Ce qui est intéressant, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas contents du coup de fil. Et dans ce coup de fil, Donald Trump aurait demandé à Poutine de ne pas en rajouter dans l'escalade en Ukraine. Apparemment, il l'a un peu mis en garde, d'après ce que je comprends, ce qui a été rapporté par le Washington Post, puisqu'il dit qu'il a précisé, il a rappelé que l'Amérique disposait de forces militaires déployées en Europe, ce qui est une forme d'avertissement. C'est pour ça que je crois qu'on est tous en haleine, puisque nous ne savons pas ce qu'il va faire, et qu'il y a aujourd'hui 2 factions à l'intérieur de l'équipe de Trump qui se combattent et qui, toutes 2, disent ça va être la paix par la force, mais vous avez la faction isolationniste qui insiste sur le mot paix et la faction réganienne qui insiste sur le mot force. Et donc la question, c'est que va faire exactement Donald Trump ? Je pense que c'est un homme qui... c'est vrai qu'il y a des choses inquiétantes dans les déclarations qu'il a faites pendant sa campagne. Il y a son fils qui dit à Zelensky, dans 38 jours, tu n'auras plus ton argent de poche. Donc des choses qui sont préoccupantes, je dirais, et moi qui m'inquiète beaucoup. Mais il y a aussi un instinct du rapport de force qui est chez lui. Et donc, ce qu'il a fait pendant son premier mandat, qui n'a pas été du tout, finalement, sympathique pour Poutine. Et donc, j'espère que, de toute façon, la logique de la confrontation entre les États-Unis et cette alliance des dictatures fera qu'il sera obligé d'adopter une position de fermeté. On doit conclure. Il y a plein de sujets de politique étrangère qu'on aurait pu aborder et qu'on abordera un jour. Je voudrais juste qu'on regarde l'état de l'opinion des Français. Il y a eu un sondage dans le Figaro sur Trump et sur le pessimisme. 76% des Français ont une mauvaise opinion de Donald Trump. Et ils sont majoritaires à penser qu'il sera mauvais pour le monde, mauvais pour l'Ukraine, mauvais pour le Proche-Orient, mauvais pour l'environnement. Alors, évidemment, on verra ce que donne le résultat de son mandat, mais dernier tour de table par oui, d'un mot, optimiste ou pessimiste, Laure Mandeville ? Non, moi je ne suis pas totalement en accord avec cette opinion qui est... Alors donc plutôt optimiste. Voilà, je suis... Mathieu Gallard, optimiste ou pessimiste ? Pas très optimiste. Pas très optimiste. Cyril Louis ? Plutôt pessimiste. Plutôt pessimiste, voilà. On a tout le panel des opinions réunis sur ce plateau. Merci beaucoup de vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.